Bonjour et bienvenue au Flash Crypto. Cette semaine, on survole la mise à jour d'Ethereum qui s'annonce quand même majeure, mais qui est entourée de beaucoup de FUD. Ensuite, on revient sur les sujets des semaines passées dans le Flash Crypto où on a parlé d'inflation. Les nouveaux chiffres sont arrivés, donc on a des mises à jour sur le sujet. Donc, je m'appelle Jess, je vous souhaite bienvenue au Flash Crypto. Donc, comme ça... Donc, comme chaque semaine, j'ai mon invité qui nous fait un survol de tout ça. Je vous parle de Gab de la chaîne Token Mania. Donc, bonjour Gab, comment ça va? Salut mon Jess, ça va bien toi? Ah, t'es carré, ça va bien un matin. On a des news à propos d'Ethereum, mais beaucoup de FUDs alentour de tout ça. Pourquoi ce FUD-là, c'est alentour de quoi? Puis, c'est quoi le update d'Ethereum, finalement? Ouais, ben, en fait, les points majeurs de l'update qui s'appelle Shanghai, c'était que les validateurs qui ont mis leur Ethereum en garantie depuis l'année 2020, je crois que c'était en décembre 2020 environ, qu'on a eu droit de stacker nos Ethereum sur la Beacon Chain, qui était un peu comme le testnet pour changer le mécanisme de Proof of Work à Proof of Stake. Donc, ces personnes-là devaient stacker un minimum de 32 Ethereum sur la Beacon Chain et il n'y avait pas de date où ils allaient pouvoir les retirer. Et là, hier, dans la nuit du 12, en fait, avec la mise à jour de Shanghai, qui était un mélange de Shanghai et Capella, je crois, quelque chose du genre. C'est pour ça qu'ils l'ont Capella, un nom du genre. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Shanghai. Et dans la nuit, en fait, les personnes ont pu commencer à retirer leurs Ethereum. Donc, la faute derrière tout ça, c'était que du moment que les personnes allaient pouvoir retirer leurs Ethereum, ils allaient être mis sur le marché pour être vendus. Mais il y a quelques points à noter, c'était que de un, les personnes ayant déposé leur Ethereum, la plupart du temps avaient un prix quand même assez élevé, donc on se tourne dans les alentours de 1500, 1600, donc ils n'ont pas fait nécessairement un très gros profit depuis la mise à jour. Et de deux... Là, je t'arrête un peu. Ce que tu dis, c'est que finalement, cette mise à jour-là et ces Ethereum-là qui retombaient sur le marché, l'hypothèse, c'est que ça allait créer une dump dans le prix de l'Ethereum, c'est ça? Ouais. OK. Puis là, ce que tu me dis, c'est que finalement, ça n'arrive pas parce que ces gens-là n'ont pas fait un profit énorme. Là. Si, exemple, ils ont quelques centaines de dollars de profit à faire peut-être sur l'échange. C'est ce que tu expliques, finalement. Ouais, ben, il faut compter aussi les intérêts qu'ils ont reçus. Donc, avec Ethereum, on reçoit environ 5% quand on les met en stacking. Mais ce qui est important de noter, c'est que même si on prend vraiment la big picture, donc vraiment l'ensemble de tout ça, sur le réseau d'Ethereum, en ce moment, on a environ 15% des Ethereum qui sont stackés. D'habitude, les grandes blockchains, les blockchains majeures du genre Cardano, Hashbar et ce genre de trucs-là, ont 50% et plus, voire 70-80% des fois du supply qui est stacké. Du côté d'Ethereum, on a 15%. Là, le pourquoi derrière ça, selon moi, c'est que les gens n'avaient pas de date précise quand ils allaient pouvoir retirer leur Ethereum. Donc, c'est un peu mitigé de déposer minimalement 32 Ethereum dans un contrat intelligent pour sécuriser la chaîne sans nécessairement avoir de date ou de garantie que tu vas pouvoir les retirer un jour. En ayant vraiment le système qu'ils ont installé, la mise à jour qui permet aux personnes de retirer leur Ethereum, bien là, on vient rajouter, je pense, une couche de confiance et ça va être beaucoup plus attrayant pour les gens, pour les grosses compagnies de mining, de stacking, etc., d'ouvrir des pools, de commencer à stacker leur Ethereum pour sécuriser la chaîne parce que maintenant, ils ont comme une porte de sortie. Autrement que juste dire, bon, je mets tous mes Ethereum là, j'ai aucune idée quand je peux en prendre possession. Fait que finalement, il n'y avait comme pas de cash-out au staking d'Ethereum, puis maintenant, on se retrouve avec un cash-out. Donc là, on risque d'augmenter les staking pools du 15%, risque d'augmenter éventuellement à 15-30%, puis ça va augmenter la fiabilité aussi du système, je ne me trompe pas? Exactement. Plus qu'on va avoir de personnes qui vont stacker, plus qu'on va avoir une grande sécurité. Mais aussi, je pense, comme tu dis, ça va attirer les gens qui vont se dire, bon, ben maintenant, je peux stacker. Et la chose qu'il faut noter aussi, c'est que même si on retire 15%, d'un, c'est pas tous les validateurs qui vont se retirer parce qu'il y avait certains aussi critères qu'il fallait appliquer pour pouvoir retirer. Après ça, on va être en file. Donc, c'est pas, disons, je pense qu'il y a 500 000 validateurs, je suis pas sûr à 100%, je sais pas le chiffre exact.
mais c'est pas 500 000 validateurs qui vont retirer d'un seul coup à la base. Et il n'y a pas nécessairement les personnes qui ont mis leur Ethereum en stacking depuis toutes ces années-là, honnêtement, ils le font parce qu'ils voulaient sécuriser la chaîne, ils voulaient participer au Proof of Stake d'Ethereum, générer de l'intérêt. Fait en ce moment que la merge a été faite, on est passé à Proof of Stake, c'est avec succès, on a une nouvelle mise à jour qui nous permet de retirer nos Ethereum. Si tu es un validateur qui souhaite générer de l'intérêt parce qu'il croit au projet, qu'il croit à l'adoption, etc., tu n'as aucune incitation à retirer tes 32 Ethereum pour les vendre quand on n'est pas nécessairement à un prix super haut du côté du prix normal. T'sais, on est environ à 1900 aujourd'hui. Les gens pensaient vraiment qu'on allait cracher. Au contraire, on a eu un pump parce que selon moi, c'est une mise à jour qui était très bullish pour l'écosystème au final. Ben, je pense que c'est bon parce que, bon, Ethereum étant pour passer de Proof of Work à Proof of Stake, là, on vient de gagner de la fiabilité sur ce système Proof of Stake. Pas nécessairement. La seule différence, c'est maintenant, on n'a plus nécessairement de mineurs, donc on n'aura plus plein d'ordinateurs qui viennent valider, donc on est beaucoup moins énergivore. Et le mécanisme Proof of Stake permettait d'avoir une plus grande flexibilité au niveau des mises à jour. Ils vont intégrer le sharding au cours de l'année 2023, je ne suis pas sûr, mais Ethereum repousse souvent les mises à jour. C'est normal quand c'est des gros upgrades du genre. Ça a besoin d'être bien fait, d'être bien appliqué. On ne veut pas avoir des hacks qui rentrent comme ça, comme qu'on a eu déjà, je pense, en 2016, quand on a eu le hack, puis qu'on a fork, en fait, Ethereum classique et Ethereum en ce moment. Donc, est-ce que ça a plus de fiabilité? Beaucoup de gens disent qu'il y a beaucoup moins de décentralisation du côté du Proof of Stake, que c'est vraiment des grosses corporations qui viennent acheter une grande partie du supply et après prennent possession du vote de gouvernance, etc. Mais je pense qu'un futur de la blockchain ne sera pas nécessairement Proof of Work. C'est sûr qu'il y a des très bonnes blockchains qui sont Proof of Work. On a vu Kaspa qui performe très bien dans les derniers mois. On a Kadena qui a performé bien dans le dernier cycle qui a fait un 20x en seulement 2 semaines, je crois, quelque chose du genre. Donc, on a quand même des bonnes blockchains Proof of Work, mais selon moi, le futur va être sur Proof of Stake, les DAG, etc. Donc, selon moi, la merge était une très bonne chose pour Ethereum. Super. Donc, je pense qu'on a fait le tour, bien entendu. Si qui que ce soit a des questions, n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires, que ce soit sur la chaîne de Tokenmania. Donc, vous allez trouver le lien dans la description. Ensuite, on a une mise à jour sur l'inflation. On a des nouveaux chiffres. Tu m'expliques-tu un peu ça, ce qui se passe? Tu m'as dit qu'on parlerait de ça aujourd'hui. J'étais cool. On continue un peu ce qui s'est passé la semaine passée. Ouais, ben on commence à avoir du progrès, en fait. L'inflation, comme elle est calculée aux États-Unis, en fait, c'est avec le CPI. Donc, je ne ferai pas une description du CPI, mais c'est avec ça qu'ils calculent l'inflation et qu'ils prévoient les politiques monétaires. Dans ce cas-ci, on prévoyait un CPI qui allait arriver à 5,2 %. Notre cible du CPI de l'inflation en tant que tel, c'est 2 %. Et on a eu 5 %. Donc, on était au-dessous de ce qui était attendu. Donc, c'est toujours des bonnes nouvelles. Ça va démontrer à la Fed que leur travail fonctionne parce que dans les podcasts précédents, en fait, on avait discuté comme quoi la Fed travaillait fort à atteindre leur cible de 2 %. Donc, ils continuaient d'augmenter les taux d'intérêt malgré tout, même si c'était prêt à briser des banques, etc., qui donnaient des fonds de secours. On avait déjà discuté pour les gens qui veulent retourner voir le podcast. Je pense que c'était l'épisode 2. Mais le fait qu'on a un CPI qui commence à descendre, je pense que ça va simplement dire à la Fed, OK, notre travail marche, on peut y aller plus doucement. Peut-être qu'ils vont faire une dernière montée des taux d'intérêt. Je pense que c'est le 5 mai, le FOMC qui va être à surveiller. On a vu un très gros FOMC au mois de mars. Mais je pense que ça va être à surveiller. Et je pense que justement, avoir un CPI plus bas, ça démontre à la Fed, je vais me répéter, mais que leur travail fonctionne, ralentir la montée des taux d'intérêt. Je pense que ça pourrait donner la petite poussée au marché des cryptos. On a eu des très belles montées. C'est sûr que là, on arrive à résistance du côté macro, daily et weekly, du côté du Bitcoin et de l'Ethereum. Peut-être qu'on pourrait avoir un retracement, ce qui serait quelque chose de positif. En fait, ça sera un retracement qui est santé. Ça nous permet de se remplir les bagues. Et pour les traders, c'est toujours fun d'avoir de la volatilité à la hausse comme à la baisse. Mais on prend des très beaux trades du côté de Tokenmania cette semaine, je te dirais. Ça a été profitable. OK, bonne nouvelle. Parce que j'ai envie de te demander, question inflation, on va-tu toujours dans la même direction qu'on était dans les semaines passées, tu as l'impression, ou on s'en va peut-être, on s'en va vers plus du positif? Ben, comme qu'on voit là, on est au-dessous de ce qu'on a attendu, fait que c'est sûr que ça s'en vient plus positif.
On voit qu'il y a un travail qui a été fait du côté de la Fed, des politiques monétaires. Mais nous, dans notre quotidien, je pense que n'importe qui écoute le podcast aujourd'hui peut le voir que l'inflation n'a pas nécessairement ralenti dans les produits qu'on a achetés et tout continue d'être un peu plus cher. Fait que de ce côté-là, les chiffres qu'ils nous donnent et la réalité sont deux choses différentes. Mais je pense qu'avoir une inflation qui descend du côté de leurs chiffres à eux, ça pourrait peut-être donner un petit ralentissement du côté des taux d'intérêt et de la façon qu'ils sont stricts en fait avec les politiques monétaires qui détruit le petit peuple aussi avec les taux d'intérêt qui augmentent. C'est sûr que là, ça affecte tous les gens qui ont des petites PME qui ont besoin de fonds à la banque. Leurs prêts coûtent plus cher. C'est la même chose pour les personnes qui se sont achetées des maisons à taux flexibles, etc., qui se sont achetées des voitures. Les taux d'intérêt élevés, ça fait très mal à tout le monde, autre qu'au dollar. Mais comme on discutait en général, le dollar devrait être fort, devrait être la force. On avait discuté dans le podcast de la semaine passée ou la semaine d'avant. En ce moment, quand on voit qu'ils vont peut-être redescendre les taux d'intérêt, etc., je pense qu'on pourrait continuer de voir le dollar glisser un peu plus rapidement qu'on le voyait précédemment. Il est à des supports présentement, du côté de la plupart des charts, du côté du DXY, mais je pense qu'on pourrait le voir continuer à glisser de ce côté-là. Donc pour moi, je suis encore bullish du côté du marché. Peut-être qu'on va avoir un pullback, ça sera en santé, ça pourrait nous donner des meilleurs points d'entrée, mais je pense que overall, on est quand même bullish pour le reste de l'année ou du moins d'ici l'été. Great. Si je peux me permettre peut-être de prendre le temps de te demander, je pense qu'il nous reste un peu de temps sur notre petit show régulier. Tu nous parles de Bitcoin, justement, retracement santé. Tu nous vois retracer très bas ou tu nous vois juste faire un retracement modéré, je dirais? Ben, optimalement, j'aimerais ça qu'on descende autour des 25 200. Est-ce qu'on va avoir le pullback parfait dans ces eaux-là? Je suis pas certain. On a brisé notre range qu'on était dedans depuis 2-3 semaines environ, peut-être plus, peut-être pratiquement un mois qu'on était dans notre range. On l'a brisé, donc techniquement, si on va avoir un retracement santé, devrait pas être trop bas dans notre range. Mais je pense qu'on pourrait s'attendre à un 25 000 et ça serait pas négatif pour le Bitcoin. On pourrait redescendre même à 20 000 Je pense pas que ça serait nécessairement un point ultra négatif. Ça pourrait nous donner des meilleurs points d'entrée. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que même si le Bitcoin a très bien performé dans les derniers mois, depuis le mois de mars, etc., les altcoins ont resté la plupart du temps stables ou une poignée d'altcoins. Une certaine poignée d'altcoins a vraiment bien performé. On a Injective, on a Kaspa que je viens juste de nommer, qui ont explosé à la hausse. Mais overall, on a vraiment une stagnation du côté d'altcoin. Je pense ce qui est à noter, j'avais fait une vidéo là-dessus l'année passée, c'est que les gens se concentrent souvent sur les projets qui étaient principaux dans le dernier bull run. Donc, je parle ici de Cardano, Algorand, Avalanche, toute cette poignée de projets-là qui étaient comme les acteurs principaux du dernier bull run, qui ont fait beaucoup de bruit. En ce moment, on voit vraiment les nouveaux joueurs à la mode performer. On voit des petits altcoins à petite capitalisation de 50-100 millions monter à 500 millions de capitalisation. Kaspa, que j'ai découvert en janvier, je crois, qui était autour des 90 millions et qu'on parle ici d'un 700 millions. Donc, on a pratiquement fait un 7.5x en seulement quelques mois. Pour ma part, je l'ai manqué. C'est des choses qui arrivent. On s'en mord pas les doigts. Là. C'est quelque chose qui arrive assez couramment. En crypto-monnaie, il y a des gains à gauche, à droite. Mais je pense vraiment que pour les gens qui rentrent en crypto-monnaie, faites vos recherches, formez-vous, etc. Mais de ne pas focuser sur les projets qui étaient à la mode durant le dernier cycle parce qu'on voit ça à chaque cycle. Et vous pouvez aller sur ma chaîne, je pense que c'est l'altcoin, le cycle d'altcoin est mort ou quelque chose du genre. C'était la vidéo, mais j'expliquais vraiment et j'allais montrer dans le fond sur CoinGecko, etc., le classement de 2017, le classement de 2014 et la plupart des top projets, on les voit plus, on n'en entend plus parler et ça va être la même chose dans le prochain bull run. Les gens commencent à slower en ce moment. Il y a plein de monde encore qui parle de Cardano, etc., qui slowed et ils vont se faire dépasser par les nouvelles blockchains à la mode qu'on n'entend pas trop parler, qui ont sorti leur token récemment ou dans le bear market. Ouais, je pense que tu as raison. Je me rappelle de fin 2018, on parlait beaucoup, genre Zilliqa qui s'en venait, puis ça avait beaucoup de place, puis on n'a pas entendu parler cette dernière bull run ou presque pas. Il a performé quand même bien, mais ouais. Mais c'est ça, ça performe, mais on n'en entend pas parler parce qu'il y a des nouveaux joueurs plus importants. Donc, c'était super intéressant, Marc. Gab, je veux pas t'arrêter trop, mais je te laisse aller, vas-y. Je vais donner un petit point avant qu'on parte.
Ouais. La raison pourquoi c'est les nouveaux joueurs à la mode qui performent le mieux, c'est que la plupart du temps, on a des fonds d'investissement derrière les projets, d'accord? Et c'est quelque chose de bullish d'avoir des fonds d'investissement, une certaine portion. Mais ce qui arrive, c'est que pendant le bull run, ces fonds d'investissement-là font des campagnes de marketing, payent des influenceurs, etc. Poussent vraiment le projet, vont injecter de la liquidité dans le marché pour créer un hype derrière le projet derrière lequel ils ont investi. Et tranquillement, au long du bull run, ils donnent sur la tête des investisseurs communs. Quand ils ont rincé, quand ils ont dépensé tous leurs tokens, eh bien, ils le font déjà avant, mais ils investissent dans des nouveaux projets, ils investissent dans le bear market, etc. Et quand arrive le nouveau bull run, on lave, on rince et on répète. C'est la même chose. Là, ils vont pousser les nouveaux projets qui ont investi à des petites capitalisations. Ils vont les pousser jusqu'à des milliards de capitalisation. Nous, si on est assez intelligent, on peut les jouer et faire du profit là-dessus. Mais la plupart du temps, les gens vont FOMO in, ils vont penser que c'est le futur, ils vont le garder jusqu'au prochain bull run et vont se faire la même passe-passe qu'ils font à tous les coups. À toutes les fois. Ah ben, super, Gab, merci de l'information. J'aurais pas pensé, en plus, tu nous menais jusque-là. Donc, merci à tout le monde pour l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous rejoindre pour les prochains épisodes à toutes les semaines. Là, on a eu un petit contretemps la semaine passée. On va essayer de parvenir à faire tout ça. Soyez pas inquiets, si on n'est pas là une semaine, on va se reprendre en double les semaines qui vont suivre. Donc, that's it. Je te dis bonne journée, Gab. À la semaine prochaine. Salut mon Jess, salut tout le monde. Peace. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show.